et de développement. C'est une réunion conjointe entre l'UNICEF, l'OMS. Dans ce sommet 2022, je suis Barbara Godet et je travaille à Etiscale. Je suis une femme. L'un des objectifs de ce sommet qui a été tenu en 2018 à Londres, il y a eu des engagements pour élargir la technologie d'assistance dans l'avenir. Et aujourd'hui, nous avons un groupe d'experts avec nous pour considérer comment est-ce que nous avons avancé et ce qui reste encore à faire et à améliorer en termes de financement, de budget pour améliorer, mettre à niveau cet accès pour que plus d'1 milliard d'individus puissent accéder à la technologie d'assistance. Avant de commencer, quelques points de logistique. C'est un événement qui est enregistré. Il y a une interprétation en langage de signes et l'interprétation simultanée en espagnol, en français et en arabe. Le sous-titrage est disponible. Vous pouvez donc sélectionner en bas à droite de votre plateforme Zoom l'icône interprétation. Il y aura également une option pour arrêter l'audio original. Vous pouvez prendre quelques instants pour choisir la langue de votre choix dans les options de langue. Soumettez vos questions aux panélistes dans l'option questions et réponses. Nos équipes vont essayer de répondre pendant l'événement lorsque cela sera possible. Et puis, nous allons prendre une opportunité également pour vous donner des réponses pendant cette réunion. Nous demandons à tous les intervenants de respecter le temps qui leur est imparti et de parler suffisamment lentement pour que tout le monde puisse suivre et que les interprètes puissent interpréter. C'est des interventions qui ont été enregistrées pour la plupart. Il y a plus de 500 participants qui se sont enregistrés. J'espère qu'ils vont tous pouvoir se joindre. Vous êtes là parce que vous êtes intéressés par ce sujet et nous sommes tous ici pour écouter, comprendre et avancer la discussion et comprendre ensemble comment nous pouvons travailler main dans la main pour traiter cette question critique. N'hésitez donc pas de poser vos questions et suggestions dans l'option questions-réponses. Est-ce que vous pouvez également penser à une action pour les sessions suivantes, peut-être par message, par appel ou par discussion sur les réseaux sociaux? Nous allons donc commencer. Nous allons tout d'abord entendre une contribution de deux femmes qui utilisent les technologies d'assistance et qui partagent avec nous leurs défis quant à l'accès à cette technologie d'assistance dont elles avaient besoin. Nous allons commencer avec Alma, conseiller technique, et elle vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la région Pacifique. Bonjour, je suis Alma Kouambu et je vous parle de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la région Pacifique bleue. Il y a 29 ans, j'ai eu une infection à la jambe gauche et j'ai dû être amputée. J'avais 18 ans et j'ai dû utiliser une prothèse en bois qui parfois était très inconfortable. Et puis après des mois de cela, j'ai dû me renseigner. Il y avait à l'époque pas d'assistance et mes parents ont dû chercher d'autres options pour soutenir ma mobilité. Et donc, mon aventure n'a pas été facile. Ma mère et moi, nous avons dû faire 6 heures de route et ensuite arriver à l'aéroport et encore voyager jusqu'à la ville
ou pendant 2 semaines d'hospitalisation attendant le technicien de la prothèse pour m'installer la prothèse. Et j'ai été traitée avec mon prothésiste. La première fois, j'ai été très heureuse. Pour la première fois, après une longue période, j'étais en mesure de pouvoir bouger de façon indépendante sans utiliser mes mains. Donc, mes mains étaient libres. Et c'était une bonne sensation que de se tenir debout de manière indépendante. Et il y avait aussi des fois où, par exemple, les pièces manquaient ou certaines composantes de ma prothèse n'étaient pas livrées à temps et l'on me demandait toujours d'attendre que ces composantes soient disponibles. Et je n'aurais jamais pu continuer mes études et être là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu accès à cette technologie d'assistance et si je n'avais pas eu un soutien de mes parents pour m'assurer d'excellentes conditions et les meilleures conditions possibles pour pouvoir continuer. Et il faut qu'il y ait de plus en plus de services pour que les personnes puissent avoir accès plus facilement à cette technologie. Et aujourd'hui, je suis leader d'un système de prothésistes avec le ministère de la Santé en Papouasie-Nouvelle-Guinée et j'ai formé en tant que prothésiste au Cambodge et actuellement, nous avons 6 centres. Nous avons de plus en plus de demandes, y compris donc pour la technologie d'assistance, comme par exemple les chaises roulantes, l'assistance auditive ou d'aide à la lecture. Mon désir le plus profond, c'est de pouvoir donner accès à des systèmes de plus en plus robustes pour pouvoir renforcer également des partenariats pour que ces services et ces technologies puissent être les plus euh, simples d'utilisation pour leurs usagers. Et je voudrais également élargir pas uniquement des services en matière de prothèses, mais aussi d'autres services d'assistance ou de technologie d'assistance dans ma région. Je voudrais demander quand planifiez-vous de faire et de rendre vos engagements publics? Qu'est-ce que vous allez mettre en priorité pour soutenir les régions, comme par exemple la région Pacifique bleue? Comment est-ce que vous allez aider à augmenter l'accès à tous ces services pour nous? Je pense fermement et profondément qu'en élargissant les services de technologie d'assistance pour tous les usagers, nous allons leur permettre d'avoir accès à l'éducation, aux jeux et à participer davantage dans d'autres activités pour atteindre leur plein potentiel dans la vie. Thank you so much, Merci infiniment, Alma, d'avoir partagé avec nous votre histoire. C'est incroyable d'avoir un usager de CTA qui est en mesure d'aider les autres et d'avoir accès aux services de TA dont ils ont besoin et d'influencer l'amélioration de l'accès à ces services pour d'autres usagers. Alors maintenant, nous avons un message de Suna Khurshid, une avocate et militante pour l'accès aux technologies d'assistance au Pakistan. Sana Khurshid. I was Bonjour, able je suis Sana
Khurshid, j'ai eu un accident lorsque j'étais étudiante en université de médecine, un accident sur l'autoroute qui a assombri mes horizons. J'ai souffert de blessures très importantes et j'ai passé des mois et des mois à me balader entre les différents hôpitaux où il n'y avait aucune possibilité. J'étais effrayée, je ne pouvais ni respirer ni bouger. J'étais anémique et fatiguée. Et la vie, souvent on l'oublie, c'est le miracle. Et l'on m'a dit que j'allais pouvoir marcher et pendant longtemps, j'ai pensé que si je ne pouvais plus marcher, plus rien ne compterait. J'étais alitée, faible, anémique, déprimée. Je ne pouvais plus avoir aucune activité et je rêvais que s'il y avait quelque chose qui pourrait améliorer ma vie, je voudrais bien l'utiliser. Et je refuse encore ce concept de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit et puis de faire face à cette stigmatisation et discrimination dans nos sociétés. J'ai I'm extremely blessed to have a family j'ai eu beaucoup who never let me doubt myself. de bénédictions et j'ai été beaucoup chanceuse d'avoir une famille To have a qui family, m'a soutenue. but it's a privilege which I know not Et c'est un privilège aussi que tout le monde n'a pas, je many le sais. people have access to Il y a assisted beaucoup de reproduction personnes qui n'ont right pas within their accès à home ce type to live a fully d'appareil human pour life, pouvoir live vivre every day, pleinement leur to vie. live a life that Ma I never chaise thought I would. roulante Very m'a few people permis have de access to revivre, m'a technology, permis and I de want to give continuer mes études accessibility for people with disabilities. et d'améliorer ma My wheelchair mobilité. has given me the confidence to not only C'est cette stand chaise for qui me myself, redonne but espoir, also qui me to lead donne the way confiance for en moi. other people with disabilities Et to je sais live que a beaucoup de life, to lead, personnes lead a avec des fulfilling and handicaps n'ont complete pas life. accès In this à regard, ceci et ne I peuvent feel that espérer the heights that we are réaliser reaching leur need plein potentiel dans leur vie. reforms which would make Il faudrait external qu'il puisse y avoir des réformes pour que des personnes avec des handicaps acceptable and puissent avoir fulfilling plus life. d'accès à At the ces same time, techniques I pour believe vivre that this would be an normalement. essential law which would not only protect people with Pour disabilities protéger les personnes, mais aussi leur donner toute live a life l'autonomie dont ils ont which is besoin et self-respect vivre une and vie independent. dignement Secondly, et I also believe indépendamment. Cela that m'a it pris not des only années needs pour funds, réaliser que but it is a c'était quelque powerful chose tool that d'important de extends beyond réaliser. me. It enables me to Cet know that handicap I am fait aujourd'hui wherever I partie de want to be. moi-même et cette chaise roulante fait I believe partie in de giving moi-même disabilities the aujourd'hui et opportunity j'en to suis très fière et j'en suis très express heureuse. Et je souhaite que d'autant de personnes puissent avoir accès à ce type de technologie pour live pouvoir the life vivre they want normalement to. et pour vivre la vie qu'ils We veulent should et all qu'elles connect souhaitent with our vivre. disabilities and be proud of them. Il faut pouvoir Today, être fier de I'm ces extremely handicaps proud to tell you that I'm Sana aujourd'hui Khurshid, et a à lawyer l'avenir. Aujourd'hui, je and suis Sana family Khorshid, disability. je suis avocate et il se trouve simplement que j'utilise une chaise roulante. Thank you, Sana. Merci There is Sana. no evidence needed to demonstrate that Il n'y a pas besoin de dire truly plus pour transformative démontrer potential of assistive technology. que les technologies But we have found d'assistance sont creativity and a véritablement team has stepped up to transformatives, contribute. notamment pour faire Grant face for a à la wheelchair stigmatisation et à la significantly improves the discrimination quality of life. et pour améliorer la qualité de Now vie use de your tout own un chacun. experience to Et empower others. aujourd'hui, utiliser vos What a expériences pour les motivating start partager it avec is. deux autres, c'est véritablement Now un I would début like to très hand over motivant et back to inspirant. Rebecca Maintenant, je for voudrais passer further la parole à development of the Rebecca event. Levy pour Rebecca is acting ouvrir cet director of événement special advisement for officiellement, children in the Caribbean conseillère au gouvernement acting as a hub américain pour inclusivity l'enfance hub in the Bureau for et Development, au hub Democracy and inclusif Innovation pour le at the développement, Caribbean. la démocratie et Rebecca, over to you. l'innovation. Rebecca, vous avez la Hello, parole. everyone, and thank you so much, Bonjour à Barbara. tous What et an merci honor it is infiniment, to stand Barbara. tall Quel here honneur que today de pouvoir in parler making en assistive face technology a de ce reality. parterre And to hear those powerful stories d'experts from et puis many users. d'écouter ces histoires Today, we really are très privileged to be puissantes. sharing our feelings and ideas, Il est to honor important de such pouvoir progress partager while nos also idées engage with the physical et world de around nous us. engager Today, physiquement there are dans le many monde qui resilient nous people in
tour, mais il y a plus d'1 milliard de personnes qui ont besoin de ces techniques et technologies d'assistance. Et 80% des personnes n'ont pas accès à ces outils. Et nous sommes pleinement engagés pour améliorer cette situation. Tous les enfants doivent pouvoir avoir les opportunités égales pour participer à l'éducation et que les familles puissent avoir accès aux technologies d'assistance et que les communautés aussi doivent pouvoir autonomiser tout un chacun en ayant accès à ces euh, technologies d'assistance. Nous voulons un développement inclusif et nous devons pour cela améliorer l'accès au TA. Depuis 1999, plus de 350 millions ont été investis pour améliorer l'accès des personnes avec des handicaps. Et à travers ces investissements, il y a eu beaucoup de chaises roulantes et de prothèses qui ont pu être réalisées. Nous reconnaissons également que chaque année, la division, la fracture entre ceux qui ont besoin et ceux qui ont accès continue à augmenter. Nous avons besoin d'efforts collaboratifs, pas à l'avenir, mais aujourd'hui. Et nous sommes véritablement très heureux de continuer le soutien à ces technologies d'assistance et tous les partenaires pour réaliser les objectifs mutuels pour que ces personnes puissent y avoir accès. Ceci peut paraître véritablement irréalisable. Et pour les populations, la société civile également de se joindre pour réaliser des objectifs ambitieux. Et puis, nous avons investi des millions de dollars pour soutenir cet effort avec des partenaires multilatéraux et bilatéraux, avec l'UNICEF qui sont investis dans ces actions. Nous devons continuer à travailler avec les gouvernements pour soutenir le développement de ces programmes de TA et nous devons nous engager avec les partenaires du secteur privé et comprendre les besoins des usagers pour améliorer l'accès à ces produits dans les pays à faible et moyen revenu. Je suis très heureuse d'être parmi vous et je réitère mon engagement et notre engagement et j'ai hâte d'écouter la suite du programme. Merci, Rebecca. Merci de nous avoir rappelé l'importance d'avoir un objectif commun et merci aussi d'avoir réitéré vos engagements et je suis très heureuse d'entendre ce que vous aviez à dire pendant cette session, de comprendre les besoins et l'importance de CTA et de ce qui est possible de faire pour améliorer cet accès dans les pays à faible et moyen revenu. Les TA peuvent véritablement changer des vies, améliorer la communication, la capacité, le soin, mais seulement une personne sur 10 ont accès à ces technologies d'assistance dont ils ont besoin. Ce n'est pas beaucoup et nous estimons que pour les enfants, cela est encore moins bon. Nous allons maintenant entendre Atleva ou Eva Kadili, directrice de la division UNICEF, qui va expliquer son approche. Atleva, vous avez la parole. Hello from UNICEF. Bonjour de la division d'approvisionnement UNICEF Copenhague, Danemark. Merci aux organisateurs de cet événement. C'est un honneur que de prendre part ici à cette réunion et partager avec vous comment nous travaillons avec nos partenaires pour améliorer l'accès au TA. UNICEF est toujours engagé pour être une organisation pleinement inclusive. Les enfants avec des handicaps sont les plus marginalisés dans la société. La discrimination à laquelle ils doivent faire face va les empêcher de s'épanouir et d'avoir une participation équitable dans la vie de la communauté. Les technologies d'assistance, comme par exemple l'aide auditive et l'aide à la mobilité, peut changer cela. Mais comme vous le savez, un manque d'accès à ces technologies est largement répandu. De 250 millions d'enfants qui vivent avec des handicaps, nous estimons que seulement 1 sur 10 ont accès à ces produits d'assistance.
dont ils ont besoin. L'UNICEF a adopté une approche inclusive à ces produits que nous allons procurer au nom et de la part des gouvernements. Et les gouvernements sont véritablement friands pour élargir l'accès à ces technologies. Par exemple, nous allons ajouter 24 nouveaux produits dans le catalogue de l'UNICEF pour répondre aux besoins. Cela signifie que les programmes de développement avec les gouvernements vont être en mesure de procurer des produits de qualité assurée, comme par exemple une aide auditive pédiatrique et des chaises roulantes. L'UNICEF travaille également pour que les produits existants dans notre catalogue soient plus inclusifs encore pour l'utilisation des enfants, à la fois avec et sans handicap. Travailler avec AdScale, c'est un partenariat dont l'UNICEF est fier et qui lui permet aussi de fournir à plus de 500 millions de personnes. Et nous sommes engagés pour continuer à améliorer l'accès et d'améliorer l'accès à ceci pour que les personnes avec des handicaps puissent y avoir accès. Donc, j'ai hâte de travailler avec vous pour accélérer cet agenda pour que chaque enfant puisse être inclus dans l'éducation, dans le jeu et dans la société et avoir la chance de réaliser leur plein potentiel. Thank you, Eva. Merci, Eva. Ajoutez donc 24 nouveaux produits à votre catalogue de l'UNICEF est véritablement une réalisation importante. Nous savons, lorsque les TA ne sont pas disponibles parce qu'il y a une crise, cela signifie qu'elle ne sera jamais disponible lorsque l'on a le plus besoin, notamment pour les plus vulnérables, que ce soit par rapport à la stigmatisation ou les vulnérabilités. Alors, nous allons avoir Léati, directrice ou directeur des programmes UNICEF, qui va expliquer comment on s'adapte à ces contextes humanitaires pour répondre à la demande. Bonjour et salutations de la division d'urgence de l'UNICEF. Aujourd'hui, nous savons que 240 millions de personnes ont des handicaps et dans des situations humanitaires, les enfants avec des handicaps sont déjà exclus et font face à des barrières supplémentaires. Donc, l'accès à ces TA va leur permettre d'avoir accès aux services essentiels et à l'information, comme aussi l'eau potable et la nutrition et des services de santé. Avec la demande grandissante pour ce type de soutien qui est beaucoup plus élevée que les capacités des systèmes de santé sont en mesure de fournir, avec un manque de professionnels. Et ceci va avoir des conséquences pour les enfants avec des handicaps. Nous avons vu des enfants arriver aux consultations communautaires portés par des membres de la famille ou poussés dans les camps de réfugiés au Tchad où il n'y a pas de service de TA. Et puis une fille aussi qui a été bloquée dans une tente aux frontières maliennes, mauritaniennes, en attendant une chaise roulante qui ne pouvait être utilisée dans un environnement sablonneux. Et puis, nous avons capturé le besoin de ces personnes comme une de nos priorités. Approvisionner des services de réhabilitation pour inclure des technologies d'assistance et répondre à cela en liant ces services au système de santé pour permettre aux capacités de faire face à ces demandes en milieu de crise ou de conflit et travailler avec les organisations pour distribuer largement à travers des points focaux communautaires dans des situations difficiles comme en Irak ou au Sri Lanka. Nous sommes ravis ici de réitérer notre engagement pour améliorer l'accès des enfants à ces technologies d'assistance en milieu d'urgence et en situation de conflit. Merci infiniment.
C'est véritablement, ça brise le cœur que d'entendre ces chiffres et ce nombre d'enfants qui doivent faire face à ce type de situation. Et merci à l'engagement de l'UNICEF. Merci, Grant. Nous allons maintenant à Maria Angelo, accès aux médicaments et produits de santé à l'OMS. Elle va nous parler des éléments clés qui doivent être présents dans tous les systèmes pour limiter les barrières et améliorer l'accès des personnes avec des handicaps aux produits d'assistance dont ils ont besoin. Bonjour, tout d'abord j'aimerais remercier l'UNICEF, GDI Hub, ATScale et tous les partenaires et tous les grands intervenants et participants à cet événement qui font la promotion donc de l'accès large aux produits d'assistance dans le cadre du sommet mondial sur l'handicap. Nous, à l'OMS, nous reconnaissons ces appareils d'assistance comme étant une étape première permettant aux gens de pouvoir libérer leur potentiel tout en répondant aux besoins particuliers qui sont les leurs, notamment dans les pays en voie de développement où il y a 90% des personnes qui ont besoin de ces personnes qui ont besoin d'appareils et qui n'y ont pas accès. Et c'est donc là un signe supplémentaire d'inégalité qu'il y a entre pays et régions. En 2018, on a approuvé une résolution lors de l'Assemblée de l'OMS sur les appareils fonctionnels qui montre que l'accès à ces technologies est une priorité pour l'OMS et pour les États membres. Dans cette résolution, on a inclus les appareils d'assistance dans les systèmes de santé comme étant un élément essentiel pour réaliser des progrès envers les objectifs de développement durable. Et il n'y a pas que des questions de santé. Et il y a aussi l'objectif de pauvreté, fin de la, mettre fin à la faim. 4, il y a l'éducation de qualité et il y a l'objectif 10 qui est la réduction des inégalités. Vous savez que les ODD sont le cadre que s'est offert le monde pour assurer le développement de ces pays. Alors, en parlant d'inclusion de ces appareils dans les services de santé, cela montre que c'est une composante à part entière des systèmes de santé. C'est pas un extra, c'est pas quelque chose de supplémentaire, non. C'est quelque chose qui est au cœur. En fait, how do we do that? Because these complex issues, they need to be unpacked, and this begins with the active identification of those who may benefit de santé technologies, and well as broadening the scope of health and social care services, particularly in the primary health care setting or at the community level. Too often we see in the few places where they're in the low and middle income countries where it's available, it's only available through specialists and tertiary services. And this reduces the possibility of access and increases inequity in access. So to build the workforce capacity and resources for primary simple assistive technologies products such as reading glasses, walking aids, and magnifiers closer to where they live because they are not complex elements, right? Il y a un problème d'accès en fait à ces produits et ceux qui ont besoin parfois de technologies beaucoup plus complexes doivent être soutenus au plus haut niveau. L'OMS s'est donc engagé à soutenir les États membres à mettre en place des systèmes d'offres d'appareils fonctionnels dans ces contextes particuliers. C'est donc une priorité avec une liste de produits qui a été rédigée avec des outils permettant de mesurer l'accès à ces produits, des guides et des règles d'achat de ces produits. Nous avons également des modules de renforcement des capacités sur ces produits et appareils fonctionnels qui s'appellent TAP, qui sera offerte à travers l'Académie de l'OMS. En mai 2022, le partenariat avec l'UNICEF permettra de lancer
le tout premier grand rapport mondial sur les technologies d'assistance préparé grâce à l'engagement direct et le soutien de 70 États membres. Dans ce rapport global, on soulignera les tendances, les nouvelles, les besoins, avec près de 10 recommandations pour veiller à ce qu'un accès universel est assuré de manière abordable. Les grandes difficultés rencontrées dans l'accès aux technologies sont énormes. C'est pourquoi toutes les parties prenantes doivent intervenir. Il faut une volonté politique forte, et il faut les bonnes politiques en place, il faut les bons personnels bien formés et des services offerts. L'OMS s'est engagé dans sa résolution de l'Assemblée générale à offrir cet accès aux appareils fonctionnels à tout le monde, partout. Nous avons mis sur pied une équipe dédiée pour venir en aide aux États membres afin de réduire les inégalités dans cet accès. Évidemment, ce n'est pas une tâche que seule peut assumer une seule organisation internationale. Un partenariat multipartite est nécessaire. Merci beaucoup en tout cas de participer à cet événement, à ce séminaire. J'attends avec impatience évidemment vos retours d'expérience dans le cadre de cette discussion. Merci Maria Angela de m'avoir rappelé la résolution de l'Assemblée générale de l'OMS et de l'importance de l'accès aux appareils fonctionnels et leur importance pour les ODD, pas uniquement les objectifs en termes de santé. Il est important de voir ici le niveau d'engagement de l'OMS en la matière. Il y a bien des choses que vous faites qui viennent en aide aux États membres en fournissant des outils de santé. Il y a toutes les directrices, les formations que vous dispensez et surtout, il y a ce rapport global sur cette technologie sponsorisée par ATScale. Au mois de mai, ce rapport donc nous servira de plaidoyer pour donc un accès global et large aux appareils d'assistance. Maintenant, Pascal Guilfet, on va l'entendre sur l'importance d'une forte coordination entre gouvernements nationaux, acteurs globaux et secteurs privés. Pascal, à vous. Merci Barbara. Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir. Selon l'endroit où vous êtes, je suis Pascal, je suis PDG de ATScale, donc ce partenaire pour les appareils fonctionnels. Je crois en l'inclusion. On a entendu Alma Campbell et d'autres qui nous ont parlé de leurs expériences qui ont bouleversé leur vie et qui ont abordé la question des appareils fonctionnels. L'histoire nous rappelle que l'accès à ces appareils peut faire la différence entre l'échec et la réussite à l'école, entre décrocher un emploi ou ne pas en trouver. Donc c'est toute une vie d'opportunité ou une vie de dépendance. Je suis entré chez ATScale il n'y a pas longtemps parce que je crois à la puissance des partenariats et ATScale effectivement rapproche les gouvernements, les programmes de bailleurs de fonds, les organisations qui représentent les personnes avec des handicaps et d'autres organisations, dont ensuite l'OMS, l'UNICEF et d'autres. Nous tentons de rassembler toutes les pièces de ce puzzle pour catalyser une action pour que plus de 100 millions de personnes puissent avoir accès donc à ces produits qui changent la vie de quiconque. Nous voulons évidemment reprendre tout le travail qui a d'ores et déjà été fait par un grand nombre d'organisations internationales, mais faire en sorte que ces efforts soient démultipliés. J'aimerais juste faire quelques remarques sur l'importance du financement coordonné. En tant que communauté, nous devons évidemment bien défendre nos arguments et nos cas. Nous pouvons donc dire que pour chaque dollar investi dans l'offre de produits d'assistance, eh bien, un retour sur investissement de 9 dollars peut être atteint. Et ça a du sens pour les bailleurs de fonds et pour les gouvernements. Et nous voulons lever des ressources. Nous avons mobilisé 300 millions de dollars pour les 5 prochaines années. Nous voulons qu'il y ait davantage de ressources nationales, plus de soutien du secteur privé, du financement d'autres canaux pour en fait accroître encore les ressources disponibles. Les gouvernements surtout, les pays à faible et moyen revenu doivent, je crois, faire beaucoup plus. Beaucoup de pays n'offrent qu'une fraction, voire rien du tout de leur budget aux technologies d'assistance. Il y a toujours une dépendance au système de charité. Cela doit changer.
les appareils fonctionnels doivent faire partie intégrante des schémas de financement, des budgets des nations, etc. Il faut reconnaître que cela prendra évidemment du temps. Le soutien des financeurs externes restera indispensable, en tout cas à court et à moyen terme. Mais là aussi, le sommet mondial a bien dit que l'offre est souvent fragmentée. Cette semaine, par exemple, au Cambodge, il y a un centre de réhabilitation avec 2 ateliers de production de chaises roulantes, chacune financée par un bailleur de fonds différent en fonction évidemment de la spécificité de la qualité des chaises roulantes. Ce qui évidemment ne rend pas l'opération entière très efficace dans le pays en question. Le secteur privé, de leur côté, peut également faire beaucoup mieux. Il ne s'agit pas également uniquement de la responsabilité d'entreprise. Non, c'est une situation qui peut permettre de faire des activités commerciales donc gagnantes-gagnantes pour chacun. On l'a vu dans bien d'autres domaines où d'ailleurs j'ai participé, vaccination des enfants, antirétroviraux pour le VIH ou alors produits dans le cadre de la planification familiale. Et toutes ces sources de financement doivent être évidemment cohérentes, complémentaires et doivent se coordonner les unes les autres pour venir en aide à un plan national coordonné et c'est ce que nous essayons de promouvoir et de soutenir. Le changement intervient lorsque on utilise toutes nos ressources, tous nos efforts. Judy ne pouvait pas mieux le dire. Je ne peux pas être plus d'accord avec elle lorsqu'elle dit que le changement intervient après plusieurs années d'efforts collectifs, de personnes qui mettent en commun toutes leurs ressources, leur intelligence, et petit à petit, progressivement, les choses commencent finalement à apparaître, et un jour, effectivement, on voit la genèse de quelque chose, et je crois qu'on verra cela également autour des technologies d'assistance. Merci. Je suis très fier en tout cas de faire partie de ce mouvement. Merci Pascal. Je suis fier également d'être de ce mouvement, d'en faire partie. Très bien que vous ayez cité Julie Holman, qui également interviendra dans ce panel. Nous allons maintenant passer à notre intervenant final, à la fin du panel. Wiki Austin, qui est le co-fondateur et PDG de GDI Hub, va nous parler de son travail, d'innovation et de la collecte de preuves. À vous, d'éléments factuels. My name is Victoria Austin. I am the CEO. Je suis Victoria Austin, je suis PDG de Global Disability Innovation Hub. Nous sommes un centre basé à ICL à Londres. Nous collaborons également avec l'OMS sur les technologies d'assistance. Nous travaillons sur l'innovation depuis longtemps et nous sommes ravis de mener un programme de plusieurs millions de livres à Londres. Nous avons établi ce programme avec près de 70 partenaires couvrant 22 millions de personnes. Nous avons produit 82 études de recherche et nous avons apporté des faits sur tout ce qui est appareil d'assistance. Nous avons soutenu 112 entreprises et 30 produits. Nous avons élaboré des études de cas de pays, des évaluations, des suivis d'investissement et des produits donc livrés avec 80Scale. Un exemple, c'est des actions comme en Indonésie où le président avait annoncé une nouvelle commission et le 80-20-30 est un commissaire dans ce groupe au Sierra Leone. On a eu un groupe de travail APL sur la politique et des engagements pour un budget dans une conférence gouvernementale en novembre. Au Kenya, le président a fait une nouvelle législation sur l'inscription numérique et
Là aussi, des efforts ont été faits. En Éthiopie, un budget également a été alloué. Et au Malawi, un programme contre la discrimination est mené dans les écoles et dans 40 circonscriptions. Il y a encore des difficultés, évidemment. La recherche, pas uniquement universitaire, non seulement informe, mais peut motiver. Donc nous allons continuer à partager les résultats de nos études, nos recherches pour préparer l'avenir. La mise sur échelle est aussi importante. C'est pourquoi il faut travailler avec le secteur privé, attirer de nouveaux investisseurs, de nouveaux marchés. Nous voulons travailler sur le renforcement des systèmes pour que les pays commencent à mettre en œuvre certains de leurs engagements et j'aimerais voir certains des deals donc passer dans les 12 à prochains 24 mois et personnellement je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Les technologies d'assistance, pourquoi faire? Et évidemment, nous voulons que les personnes qui ont des handicaps puissent participer pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. C'est à la fois un moyen et la finalité de notre intervention. Il ne s'agit pas uniquement de justice dans le monde du handicap, mais il s'agit aussi de permettre aux gens de s'épanouir. Il s'agit de partager nos connaissances, faire notre mieux pour ces millions de personnes partout au monde. Et on ne peut pas faire ce travail tout seul. Nous participons également à des conversations dans les réseaux sociaux pour qu'il y ait du changement. Nous voulons que l'année 2022 soit vraiment l'année des dispositifs fonctionnels. Merci Wiki pour cette intervention pleine de vie. Très intéressant de voir toutes ces réalisations. Et j'aime cette idée donc de joie particulière que vous voulez voir apparaître en 2022. C'est certainement un très bon début et chez ATScale, nous sommes fiers de travailler avec vous. Nous arrivons maintenant au dernier intervenant du panel. J'aimerais maintenant céder la parole à Fernando Botello, spécialiste de programme dans le département des appareils d'assistance chez UNICEF, qui va animer ce panel. J'aimerais vous rappeler qu'il est possible de poser vos questions dans la fenêtre des questions-réponses. On va y répondre. En tout cas, on va en prendre note et y répondre le moment venu. Si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions aujourd'hui, on pourra vous répondre plus tard par email. Donc n'hésitez pas en tout cas à écrire tout ce qui vous intéresse sur ces appareils fonctionnels dans cette case spécifique. À vous maintenant, Fernando. Voilà, il nous reste, je crois, un peu plus de 40 minutes. Merci Barbara, merci et bienvenue à cette session particulière. Nous avons entendu des présentations très intéressantes. Nous avons des personnes de grand intérêt qui vont participer à cette session. Continuez à poser vos questions dans la session, on va essayer d'y répondre autant que faire se peut pendant cette séance. Tout d'abord, j'aimerais faire une brève introduction de chacun des panélistes. Dites-nous rapidement qui vous êtes et l'importance des appareils fonctionnels de votre vie. Et on va commencer avec les dames d'abord, évidemment, et peut-être avec la participante la plus jeune, Veronica Katanch. Elle nous vient du Kenya. Allez-y, dites-nous qui vous êtes, présentez-vous et comment vous en êtes arrivé à utiliser un appareil d'assistance. Bonsoir, bon après-midi à tous. Je suis Veronica du Kenya. J'ai 25 ans. Je viens d'une région qui s'appelle Machako. Je suis l'aîné d'une fratrie de 3. Je suis né mais malheureusement lors d'un accident j'ai perdu mon bras droit et heureusement j'ai pu bénéficier d'un bras artificiel, le voici. Je suis diplômé de l'université. J'ai un diplôme en
Business Administration, donc en affaires commerciales. Et je fais des études encore supplémentaires. J'utilise ma main gauche et droite. En fait, je peux me servir de ma main artificielle. Je peux en fait me laver, je peux nettoyer chez moi, je peux cuisiner, je peux faire mes activités de tous les jours, ce qui n'a pas été facile. Évidemment, j'ai dû lutter fort pour l'obtenir et ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce bras artificiel. Et je me sens donc tout à fait égal à quiconque. Cela me donne une stabilité lorsque je suis assise, debout, quand je travaille. Et puis surtout, j'ai une plus grande confiance en moi quand je travaille, quand je suis dans la foule, quand je suis avec mes amis, avec des collègues. Je peux donc élever des choses, je peux écrire, je peux aussi jouer au sport, faire du sport, utiliser mes deux bras. Je peux même faire donc des dessins. Je peux me coiffer toute seule. Je peux aider ma main droite grâce à ma main artificielle. Je peux me maquiller. Je peux faire le tour, voilà, de ma tête. Et donc vraiment, c'est d'une très très grande utilité d'avoir donc cette prothèse. Ça n'a pas été facile, comme je vous le dis, mais là maintenant, je me sens vraiment plein et entière. Ça m'a été très très utile. Merci beaucoup, Véronica. J'ai vu une interview avec vous, justement. Et rien ne vous arrête, visiblement. C'est ce que j'ai l'impression d'avoir compris. Je suis très heureux de vous voir en personne, en tout cas en direct euh, dans cet appel. On va entendre d'autres participants qui vont nous parler d'autres types de prothèses électriques cette fois-ci. On va leur permettre de se présenter. Merci beaucoup, Véronica. On va donc entendre un autre invité maintenant, Shudi Human. Shudi. Il y a personne, une ou deux personnes dans le monde qui ne vous connaissent pas. Alors, dites-nous un petit peu deux, trois mots sur vous et comment évidemment vous avez fait l'usage d'un appareil fonctionnel. Merci beaucoup, Véronica. Merci à tous ceux qui ont pris la parole depuis le début de cet appel. J'ai 74 ans. J'ai eu la polio en 49 et j'étais quadriplégique après. Je pouvais pas marcher, je pouvais pas rester debout, je pouvais pas me servir de mes mains, de mes bras. Dans les années 50, vous savez, la technologie était très limitée. Il y avait des chaises roulantes, mais je regarde une des photos dans ma chambre qui était moi très jeune sur une chaise roulante et j'avais aussi des appareils et en fait ma jambe en fait sortait de la chaise de quelques centimètres, dépassait la chaise de quelques centimètres. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les chaises de l'époque n'étaient pas bien faites nulle part dans les années 50, et en tout cas pas pour les enfants. Ce qui est intéressant dans ce débat, au-delà de la tragédie, ce sont les inégalités qui persistent encore pour des centaines de millions de personnes vivant avec un handicap. Le fait est que maintenant, il y a des technologies nouvelles d'assistance qui ont tellement progressé ces dernières décennies pour plusieurs raisons. Et les chaises roulantes, pour moi, ça a été très important d'avoir une chaise roulante électrique, ça a été essentiel. Il y a ensuite l'accès évidemment à la salle de bain avec les barres, les rampes adaptées, les ascenseurs avec les boutons
au bon endroit, à la bonne hauteur. Ce sont des choses un peu élémentaires qu'on ne considère même pas comme étant d'ailleurs de la famille des appareils fonctionnels, mais qui permettent à toutes les personnes ayant un handicap de s'en servir. Vous savez, très peu de gens peuvent arriver finalement au premier bouton de l'ascenseur. Pour nous, c'est pas une technologie d'assistance, mais quand vous n'arrivez pas à les éteindre, vous pouvez imaginer un petit peu notre désarroi. Donc, ce concept de design universel des biens basiques est essentiel et on voit bien comment les choses ont évolué maintenant. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parler évidemment de quelques appareils fonctionnels essentiels qui permettent à chacun de pouvoir recouvrer un certain nombre de fonctions. Et les technologies sont maintenant disponibles. Le problème, c'est que selon qu'on soit enfant ou pas, c'est finalement un fait de société qui est encore prégnant dans toute la société. Pascal, j'apprécie ce qu'il a dit. Il faut que les gouvernements prennent leurs propres responsabilités pour prendre à bras le corps la question des appareils fonctionnels, parce que ça ne va pas venir uniquement et simplement des bailleurs de fonds. Il faut poursuivre les efforts pour travailler non seulement avec les professionnels, et heureusement qu'il y a une communauté de professionnels qui va croissant et qui a bien compris que les technologies d'assistance doivent être développées avec un plus grand nombre de personnes sur le terrain. Et donc, si ceux qui conçoivent les appareils sont évidemment aveugles ou ont d'autres types de handicap, eh bien, ils sont évidemment les mieux placés pour savoir comment faire preuve de créativité et comment donc forger des technologies qui sont beaucoup plus fonctionnelles parce qu'évidemment ils comprennent bien à travers leur propre vécu et de par leur environnement, leur contexte, ils peuvent créer la meilleure chaise roulante qui n'est peut-être pas celle qui sera adaptée à l'Occident, mais qui pourra être adaptée à d'autres régions du monde. Donc l'adaptabilité est, je crois, le maître mot dans cette conversation. Et travailler en tant qu'équipe, évidemment, me paraît essentiel. Alors, ces technologies d'assistance doivent être fonctionnelles, faciles d'usage, abordables. Il faut aussi qu'il y ait des pièces détachées abordables et que l'on trouve facilement, parce qu'évidemment, tout appareil peut cesser de fonctionner. On a entendu quelqu'un nous parler de la chaise roulante aussi. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est développer la demande. Dans nos pays, les films, les documentaires, les publicités doivent montrer de manière plus visible toute cette communauté de personnes handicapées, tout en réduisant les discriminations. Merci, Judy. Vous avez là aussi mis le doigt sur des points essentiels. Je dois vous dire que moi-même, je suis aveugle. La façon avec laquelle nous sommes représentés n'est pas très réaliste. Il y a une sorte de victimisation d'un côté, on nous dépeint avec une forme de négativité. Tout cela doit changer. On a beaucoup de pays représentés dans notre événement aujourd'hui, avec des gens de la Nouvelle-Guinée, du Pakistan, du Kenya. Vous venez des États-Unis, Botswana, Marco du Brésil. Et chaque pays est dans un état d'avancement différent, mais on peut s'entraider parce que nous avons des expériences ici et là dans un pays qui peut être partagé avec d'autres. Il peut accélérer donc le progrès dans d'autres régions.
Eh bien, nous allons maintenant écouter Modesta. Nous sommes très heureux de vous avoir parce que vous nous donnez la perspective du secteur privé et du potentiel que peut représenter ce secteur dans toute cette équation où euh, toutes les parties de la société doivent pouvoir contribuer à une solution commune. Dites-nous un petit peu plus qui vous êtes, ce que vous faites. Et j'ai oublié de dire, vous ne seriez pas une personne utilisant des technologies d'assistance, mais vous en avez une quand même. C'est laquelle? Ben voilà, des lunettes de lecture. Okay, my name is Modesta, and I am Je speaking. m'appelle Modesta et je parle du Botswana. Et I come from a background where je I had been working with viens people with d'un milieu où je travaillais avec des personnes avec des problèmes auditifs depuis 1986, d'abord dans le secteur des ONG, et j'ai été avec une organisation non gouvernementale. Et il s'agissait principalement de travail de plaidoyer, donc sensibiliser par rapport à ce que sont ces produits d'assistance auditive pour que les personnes puissent y avoir accès et améliorer leur vie. Et il s'agissait de détection précoce et d'intervention précoce en la matière. Et donc, j'ai travaillé dans cette ONG et j'ai travaillé avec des personnes avec des handicaps et je suis allée dans un fonds où, avec le secteur privé, l'histoire a véritablement commencé pour moi, puisque j'ai commencé à travailler avec une équipe, avec le Centre de technologie du Botswana. Et cela fait écho à ce que disait Judy, et je crois que cela résonne avec tout le monde. Là où il n'y a pas assez de technologie, mais aussi que l'environnement doit pouvoir soutenir l'utilisation et l'usage de CTA. Comme l'a dit Judy, vous pouvez avoir la meilleure chaise roulante, mais dans certaines parties du Botswana, c'est comme si elle n'était pas utilisée. Et donc, il faut qu'il y ait des interventions. En parallèle, nous avons donc développé des appareils à recharge solaire pour les assistances et l'aide auditive. Et puis, nous avons développé cette aide désignée ou conçue principalement pour les enfants avec plus d'autonomie pour que les enfants puissent l'utiliser sur une période plus longue. Et puis, le produit a évolué et c'est ce qui est maintenant commercialisé comme recharge solaire d'aide auditive développée pour l'environnement approprié, où, par exemple, il n'y a pas un accès constant à l'électricité et qu'il faut pouvoir trouver des solutions pour que l'appareil puisse rester chargé. Et puis, la partie entrepreneuriat social, j'ai encore travaillé avec des personnes avec des handicaps, avec différents aspects. Et cette fois-ci, partant du fait que les personnes avec des handicaps peuvent avoir un espace et contribuer à l'innovation pour contribuer à leurs solutions et en même temps créer des opportunités sociales et économiques. Ce qui se passait ou ce qui se passe, et c'est là où le secteur privé rentre en jeu, c'est que les handicaps et les personnes vivant avec des handicaps sont traitées différemment que d'autres industries, comme par exemple les opticiens. Alors, pourquoi est-ce qu'on le verrait de façon différente qu'une personne qui porte de lunettes?
Donc, on parle d'une double norme ici, un double standard. Donc, maintenant, traditionnellement, il y a une niche d'entreprises privées qui vont commercialiser des technologies d'assistance pour les handicapés, alors que cela ne doit pas être considéré comme besoin spécifique. Ce sont les besoins de personnes avec des handicaps et ce sont les besoins de toute autre personne. Et cette aide peut arriver à n'importe quel moment. Enfin, ce besoin d'aide peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe qui. À tout moment, vous pouvez avoir un handicap. Vous ne savez pas quand est-ce que votre UI va se dégrader ou quand est-ce que vous allez avoir un accident. C'est donc quelque chose que nous devons normaliser pour que cela devienne un standard. Partout où vous allez, vous devez être en mesure d'avoir accès à tout ceci. Mais il y a d'ores et déjà des TA où même les personnes qui utilisent ces appareils ne peuvent pas utiliser leurs appareils, comme par exemple monter les escaliers. Donc, il s'agit de fournir de la stabilité, d'améliorer et de soutenir les questions de mobilité. Et nous utilisons cela tous autant que nous sommes, mais nous ne le reconnaissons pas. Et donc, je pense qu'il est important d'agir comme un véritable lien parce que je pense que nous avons fait les choses de la mauvaise manière puisque nous avons séparé CTA d'autres technologies alors que ce sont les mêmes. Pourquoi les séparer? Donc, nous devons tous être impliqués. Voilà ce que j'avais à dire. C'est vrai, c'est entendu. Merci infiniment, Modesta. Et je pense que le message est passé. Et le secteur privé est très bien positionné pour faire face à ce défi. Et pour ce faire, de façon appropriée, nous devons, comme vous l'avez dit, avoir des personnes handicapées impliquées, mais aussi de façon avoir des organisations de personnes avec des handicaps qui sont impliquées. Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai invité Marco Pellegrini, et nous le connaissons, Marco, au Brésil, et gérant d'une organisation pour des personnes handicapées au Brésil, et qui a rendu cette proposition durable. Alors, Marco, est-ce que vous pouvez partager avec nous comment vous avez vécu cette chose? Merci de m'inviter à cet événement. C'était dans les années 90 que je me suis impliquée dans ce projet et j'ai dû faire face à cette question dans mon pays. It was when I noticed that even in a huge city like São Paulo, it was impossible to buy a powdered wheelchair. Et à l'époque, il y avait des difficultés pour avoir accès à ces technologies. Malheureusement, nous n'entendons pas bien l'interprète. So I went to Germany and besides Et donc, en Allemagne, I felt myself impelled to work on bridging such a gap. Vi que isso beneficiaria a mim, mas também a muitos outros compatriotas, dependendo de como eu escolhesse cooperar e trabalhar com ela. I saw that it would be benefit for me. Et je pensais qu'il serait plus bénéfique pour moi de coopérer enquanto construía algumas parcerias estratégicas com universidades e fabricantes de TA básicos e tecnológicos. So I started deeply studying the subject in a postgrad program. Meanwhile, I built some strategic partnerships with. J'ai eu donc des partenariats stratégiques avec les universités. Tudo isso foi feito com a estrutura de uma organização de pessoas com deficiência recém-fundada chamada Centro de Vida Independente.
It was all done also by using the structure of a recently founded OPG called CVI, Independent Living Center. Tenho a honra de poder dizer que fui dos fundadores. Nous avons donc dû améliorer cette structure industrielle dans le but d'essayer de généraliser l'expérience de ces technologies d'assistance dans mon pays, le Brésil à l'époque. Et j'étais l'un des membres fondateurs, président de cette initiative à ses débuts. Et nous avons aujourd'hui un centre qui existe depuis plus de 30 ans et qui travaille depuis à la production de ces technologies et de ces appareils. Nous travaillons avec les gouvernements locaux, nous travaillons également avec les organisations et agences gouvernementales et nous fournissons ainsi différents programmes visant à inclure les personnes avec des handicaps au niveau des établissements scolaires. Et, par exemple, en assurant le langage des signes pour les personnes qui souffrent. I have to interrupt you and I apologize. Alors, il y a un petit problème au niveau du son. Peut-être je vais vous demander de vous arrêter là. Donc, parmi les différents défis, c'est la durabilité et la pérennité. Et vous avez trouvé une solution en vendant des services aux entités gouvernementales. Est-ce que vous pouvez nous dire, et puis ensuite nous allons passer à d'autres participants, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce dont vous avez besoin des gouvernements pour que cela soit plus durable, pour améliorer la viabilité et d'être en mesure d'intégrer les retours de nos communautés par rapport aux services que le gouvernement fournit? Posso garantir que a pessoa com deficiência vista hoje é uma invenção moderna. Je peux dire que la personne avec des handicaps aujourd'hui ne reçoit pas beaucoup d'attention. Malheureusement, l'interprète portugaise est très loin du micro. Je peux dire que l'évaluation n'est pas toujours au point. Je peux dire que les solutions par rapport à la mobilité sont dans le domaine des affaires et papel mais proeminente ao exigir a aplicação efetiva do desenho universal. Portanto, irá potencializar a cadeia produtiva de tecnologia assistida. Governments are, in general, the main les gouvernements they shall play a more preeminent role by requiring the effective application of universal design. Therefore, you enhance the AT production chain. Em São Paulo, por exemplo, I'm sorry, Marco, for interrupting. We have. Donc, ce serait une application à mettre en place. Malheureusement, nous n'arrivons pas à suivre complètement. Nous allons maintenant repasser la parole à Barbara qui va nous présenter le prochain orateur. Alors, je voulais qu'il y ait plus d'engagement avec les panélistes, avec les intervenants, et peut-être nous pouvons voir si les personnes peuvent rester un peu plus longtemps.
Oui, si l'on peut rester quelques minutes de plus, nous pouvons avoir une conversation. Je voudrais savoir ou apprendre davantage ces obstacles, par exemple, que vous avez connus, vous, Véronica. Vous avez mentionné une version électrique de cette prothèse que vous utilisez. Et quel est l'obstacle majeur que vous connaissez aujourd'hui? L'un, c'est que c'est très coûteux. The last quotation I got, it was 1.5 million Kenyan shillings, and that's so expensive. Mon dernier devis était plus de 1 million de shillings kenyans. Et ceci est très cher et il faut les faire venir d'autres pays et parfois c'est très compliqué. Et il n'y a pas toujours des connexions avec d'autres pays et donc c'est compliqué d'avoir les bons appareils. Effectivement, c'est l'un des défis que vous essayez de Oui, c'est la difficulté que nous régler avons ou quand il d'arranger. s'agit de rassembler des gens ensemble, comme dans le projet AdScale ou au sein d'autres organisations internationales. Merci. C'est le type de difficulté que nous rencontrons, mais qu'il est possible de surmonter si on synchronise les efforts des gouvernements, du secteur privé, des OPD en partageant autant d'informations que faire se peut entre tous. Quel type d'action positive pourrait venir du côté des gouvernements? Très brièvement, afin de faciliter en fait la participation du secteur privé. Tout d'abord, la sensibilisation, je dirais. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des incitations au secteur privé pour que ce dernier donc soutienne ces technologies en réduisant les droits de douane, en réduisant les impôts, les taxes. Mais c'est surtout une question de culture qu'il faut changer, d'état d'esprit qu'il faut changer. C'est cela qui doit être en place si l'on veut voir aboutir nos projets. Et la dignité humaine, effectivement, qui doit être au cœur de tout ce processus. Alors, nos amis nous quitté, mais elle est toujours là, nous dit-on. Judy est toujours là, elle n'est pas encore partie. Vous avez travaillé sur la législation, sur la recherche, sur bien d'autres thèmes. Que peuvent faire les gouvernements pour être plus efficaces, tout simplement? S'agit-il de travailler sur les partenariats avec les OPD? S'agit-il de simplifier les législations? Que pourriez-vous nous dire avant de vous voir partir? Je crois que votre micro n'est pas allumé. If Judith takes some time to unmute herself, do you want to pose a last question to Marco? En attendant, est-ce qu'on peut poser la dernière question à Marco, parce qu'on va devoir terminer en attendant que Judy donc réallume son micro. Je crois qu'on n'aura pas plus de temps, étant donné que les interprètes pourraient avoir à partir. Si on n'a pas de nouvelles de Judy, alors on pourrait passer à déclaration de clôture. Je sais que c'est un peu compliqué d'entendre tout le monde. Voilà, je n'entends rien de chez Judy et Barbara, alors on peut continuer. Merci à tous en tout cas, comme d'habitude. C'est toujours dommage qu'on n'ait pas suffisamment de temps. On aurait voulu vous entendre davantage, entendre davantage les panélistes et permettre plus de questions du public. Nous avons en tout cas pris note des questions qui ont été écrites. Nous y répondrons. Après, il y a eu des questions qui parfois recouvraient les mêmes sujets dans le chat, et dans les questions-réponses, donc sur le rapport global sur les technologies d'assistance de l'OMS et de l'UNICEF et qui doit être publié au mois de mai. Donc, restez attentifs donc
à cette sortie, à cette publication. En attendant, Suchi Rogers donc va clore cette session. Elle est donc militante, conseillère, ambassadrice et médaillée d'or des Jeux Olympiques. À vous, Suzy, pour tenter de résumer ce qui a été dit et peut-être de conclure. J'ai écouté avec intérêt donc tous les intervenants avec des présentations fascinantes, ces grandes présentations de grand intérêt qui me permettent aujourd'hui, je l'espère, de pouvoir bien résumer tous les propos et de conclure. On a entendu un représentant qui vient du Royaume-Uni et moi, j'utilise déjà moi-même des appareils fonctionnels. On a entendu UNICEF, USAID, l'OMS, ActiScale, GDI Hub et des personnes vivant avec des handicaps ou utilisateurs de ces technologies qui nous ont parlé de l'importance de cette technologie pour les jeunes, pour les enfants, pour les moins jeunes et pour tout le monde de façon générale. Merci à tous les participants, tous les panélistes aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour répondre aux besoins de chacun en matière de services et d'appareils fonctionnels. Pour résumer, il nous faut lever les barrières à l'accès à de nombreux niveaux dans les pays et veiller à ce que l'on sache ce qui est disponible et comment avoir accès aux technologies d'assistance pour améliorer leur vie à travers une approche sectorielle. Il faut que les gouvernements, les secteurs privés, les acteurs, les institutions universitaires et les usagers de produits puissent façonner des marchés et avoir un impact sur l'écosystème des appareils fonctionnels. Cette technologie d'assistance doit être diffusée dans les services de soins de santé et dans tous les systèmes éducatifs et dans les contextes humanitaires également. La recherche, l'innovation et la collecte de données sont essentielles pour élaborer des politiques, trouver des solutions et voir qui est exclu et comment faire pour y mettre fin. Il faut qu'il y ait une approche individuelle ou autour de ces questions, d'où l'intérêt d'entendre Alma et Sana au tout début. Pourquoi? Parce que ces expériences vécues montrent toute l'importance de ces appareils qui finalement deviennent partie intégrante de ces individus et sont donc indispensables. Nous avons entendu le panel d'experts avec Judy, Veronica, Modesta et Fernando. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je suis très humble d'être dans un événement comme celui-ci avec autant d'experts et de leaders en la matière. Pour revenir maintenant sur une touche personnelle, je vis, je respire toutes ces questions autour de technologies d'assistance. C'est mon pain quotidien. Je suis né avec une partie manquante de ma jambe gauche et une malformation au niveau droit. Et donc, j'ai produit des prothèses toute ma vie. Et je dois parler à Veronica après cette session pour voir comment elle se sert de son bras. Moi, j'ai un bras prothétique, mais il n'est pas aussi fonctionnel que le sien. Mais en tout cas, j'ai mon privilège d'avoir eu une éducation. Je travaille, je représentais mon pays dans la natation, dans les Jeux olympiques, mais je vis une vie indépendante de mon propre choix. Et ça, c'est en grande partie possible grâce aux technologies d'assistance et aux produits que j'utilise, mais que malheureusement beaucoup de gens dans le monde ne peuvent utiliser. Fernando a dit que ces appareils ne sont pas un luxe, ils sont essentiels. Tout le monde doit pouvoir y accéder pour pouvoir vivre pleinement. Ils sont essentiels si l'on veut respecter tous les droits de l'homme. Cette technologie d'assistance, ce n'est pas l'option, non. Il faut pouvoir donc construire donc une société inclusive et la seule façon de le faire, c'est d'embrasser, si vous voulez, ces technologies. Il faut poursuivre le partage d'idées et je vois encore écrire dans le chat et donc c'est très intéressant de voir que vous participez pleinement, activement à ce débat car nous avons besoin de chacun et chacune d'entre vous pour aller de l'avant. Merci aux intervenants, aux panélistes, aux animateurs, merci aux interprètes et merci surtout au public
d'avoir été avec nous et je vous dis au revoir pour l'heure. Thank you. It was a great opportunity. Merci Judith pour tous vos propos. Passez une très bonne soirée. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Goodbye, thank you. Hey, scared. Huh? I'm scared. I'm in a big goodbye, thank you. Lakini feu je onja